Les portes monumentales de la cathédrale Notre-Dame de Paris volèrent en éclats dans un fracas de bois anciens et de vent glacial, faisant taire l'orgue et les murmures feutrés de l'assemblée. Un homme se tenait sur le seuil, une silhouette imposante découpée dans la lumière crue de l'extérieur. Un mirage de puissance et de désert au cœur de la sainte pénombre. Le cheikh Khalid, prince d'un royaume lointain, avançait maintenant dans l'allée centrale, son costume sombre un défi à la pureté immaculée du décor. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais les siens étaient rivés sur l'autel, où Élise, frêle et pâle sous le poids de son voile de dentelle, se tenait comme une statue de marbre. À ses côtés, le magnate Victor Dubois, son futur époux, sentit une vague de fureur crisper ses traits. Le parfum des lits et de l'encens se mêlait soudain à une odeur de danger, de scandale imminent, un parfum que Khalid avait apporté avec lui, comme une tempête de sable prête à tout dévaster sur son passage. Chacun de ses pas résonnait sur les dalles de pierre avec une détermination implacable, un rythme funèbre pour le mariage qui était sur le point d'être célébré. Le silence était devenu si dense qu'on aurait pu entendre le battement affolé du cœur d'Élise sous sa robe de soie. Elle le reconnaissait, bien sûr. Comment aurait-elle pu oublier cet homme qu'il avait trouvé 3 ans plus tôt dans les rues de Paris? Un fantôme de son passé qu'elle avait cru à jamais enseveli sous des couches de survie et de résignation. Les invités, figures de la haute société parisienne, échangèrent des regards choqués, leur chuchotement se propageant comme un feu de paille. Victor resserra sa prise sur le bras d'Élise, un geste possessif, une menace silencieuse qui n'échappa pas au cheikh. Pour Élise, cet envahisseur n'était pas un sauveur, mais le destructeur d'un fragile équilibre, le fossoyeur du sacrifice qu'elle s'apprêtait à accomplir pour sauver ce qui lui était le plus cher au monde. Arrivé au pied de l'autel, il s'arrêta, l'aura de son pouvoir créant une distance invisible entre lui et le reste du monde. Sa voix, grave et chargée d'une émotion contenue, brisa le silence sacré. « Élise, un seul mot, non pas une supplique, mais une affirmation. Un ordre qui semblait faire trembler les vitraux centenaires. Ce n'était pas seulement son prénom, c'était le résumé de 3 années de recherche obsessionnelle, de nuits sans sommeil, d'une colère qui masquait mal une blessure profonde. Victor laissa échapper un ricanement méprisant, son visage se tordant dans un masque de haine. Il voyait en Khalid non pas un rival, mais une insulte à son autorité. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds, le voile devenant soudain un linceul étouffant, le symbole d'un pacte infernal que cet homme venait de rompre devant Dieu et les hommes sans en connaître le prix terrible. L'air crépitait de leur histoire non résolue, une tension palpable que l'assemblée pouvait presque toucher. Dans les yeux sombres de Khalid, une lueur de vulnérabilité perçait la façade d'acier, une prière silencieuse pour qu'elle se souvienne des moments partagés loin de ce luxe ostentatoire, de la connexion brute qui les avait unis. Il tendit sa main, une paume tannée par le soleil du désert contrastant violemment avec la blancheur virginale de sa robe. C'était un choix impossible, un abîme qui s'ouvrait devant elle. La prison dorée offerte par Victor ou la liberté incertaine et périlleuse incarnée par Khalid. Mais derrière ce choix se cachait le véritable enjeu, la vie de sa jeune sœur, Chloé, suspendue au fil de ce mariage. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous pour vivre d'autres récits aussi intenses, laissez un j'aime pour nous soutenir et commentez pour nous dire ce que vous ressentez. Avant qu'un mot ne puisse franchir ses lèvres, Victor, voyant son contrôle lui échapper, agit avec une cruauté calculée. Il s'empara du microphone posé sur le pupitre, sa voix amplifiée emplissant la nef d'un venin glacial. Il la traita de mendiante ingrate, racontant à l'élite parisienne médusée comment il l'avait soi-disant sortie du caniveau, inventant des dettes, dépeignant un portrait sordide destiné à la briser socialement. Chaque mot était un coup de fouet, une humiliation publique méticuleusement orchestrée pour la dépouiller de toute dignité avant qu'elle ne puisse lui être enlevée. Les murmures des invités se transformèrent en jugements à voix basse, leurs regards passant de la curiosité choquée à un mépris teinté de pitié. Ils ne cherchaient pas à la retenir, ils cherchaient à la détruire, à s'assurer qu'elle n'ait nulle part où aller. Le visage de Khalid se figea en un masque de fureur glaciale. Il ignora le discours empoisonné de Victor, son attention entièrement tournée vers Élise. Il ne voyait pas la créature dépeinte par son rival, mais la femme résiliente qu'il avait connue,
l'artiste dont l'âme farouche l'avait hanté pendant 3 longues années. D'un mouvement rapide et précis, il contourna Victor et sa main se referma sur le poignet d'Élise. Un contact ferme mais étonnamment doux. Il l'attira à lui, l'arrachant à l'autel, à la souillure des mots. Ce contact fut comme une décharge électrique, un écho de leur passé et une promesse d'avenir. Mais alors qu'il l'entraînait dans l'allée, son corps à elle se raidit. Une seule larme brûlante de désespoir s'échappa dessous son voile. Ce n'était pas une larme de soulagement, mais une perle de pure terreur, la manifestation silencieuse de la catastrophe que son acte héroïque venait de déclencher. Le froid mordant du parvis de Notre-Dame la saisit comme une gifle, un réveil brutal après le cauchemar feutré de la nef. Les murmures indignés de la foule s'évanouissaient derrière eux, remplacés par la cacophonie de Paris, une ville qui avait été autrefois son terrain de jeu et qui était devenue sa cage. Khalid la guidait d'une main ferme vers une limousine noire aux vitres teintées, un vaisseau silencieux qui les engloutit, les coupant du monde qui venait de la condamner. À l'intérieur, le silence était plus assourdissant que les cris. L'odeur du cuir neuf et du parfum coûteux de cet homme emplissait l'habitacle, un contraste violent avec l'odeur de poussière et de désespoir qui s'était accrochée à sa peau ces dernières années. Elle sentit la soie glacée de sa robe de mariée contre ses jambes, non plus une promesse de sécurité, mais le linceul d'un sacrifice désormais inutile, rendu vain par ce sauveur arrogant qui ne comprenait rien à l'étendue du désastre qu'il venait de provoquer. Elle ferma les yeux, et l'opulence suffocante de la voiture s'effaça pour laisser place à un souvenir baigné de lumière. Elle se revit dans son atelier mansardé, les mains maculées de pigments vifs, l'odeur de la térébenthine flottant dans l'air comme une promesse de création. Elle était Élise Dubois, la fille aînée d'une famille respectée, une artiste dont le talent commençait à peine à éclore, dont l'étoile capturait l'âme vibrante de Paris avec une passion que tous lui enviaient. Sa vie était une palette de couleurs chaudes, le rire cristallin de sa sœur Chloé, courant dans les jardins du Luxembourg, les dîners animés où les discussions sur l'art et la philosophie se prolongeaient tard dans la nuit, la certitude d'un avenir tracé, brillant et sans entrave. Elle n'était pas une mendiante, non. Elle était une promesse, une flamme vive que le destin n'avait pas encore songé à éteindre. C'était un monde où les portes s'ouvraient devant elle, et non un monde où elles se refermaient avec la violence d'un jugement. Puis tout s'était effondré, avec la soudaineté d'un château de cartes balayé par un vent mauvais. La mort de son père n'avait pas seulement laissé un vide affectif, elle avait révélé un abîme de dettes, un empire financier bâti sur des sables mouvants. Du jour au lendemain, le nom de Dubois était devenu synonyme de honte. Les amis d'hier détournèrent le regard, les invitations se tarissaient, et les portes des salons dorés se fermaient à double tour. Ils perdirent la maison, les souvenirs, tout ce qui constituait leur identité. La chute fut vertigineuse, une dégringolade sociale qui les projeta des sommets de la bourgeoisie parisienne au bas-fond de l'anonymat et de la précarité. La honte était un vêtement lourd, invisible mais étouffant, qu'Élise portait chaque jour pour protéger Chloé de son poids, lui cachant la gravité de leur situation, lui inventant des jeux pour masquer la faim et le froid qui s'infiltraient dans leur petit appartement humide. Sa lutte commença dans l'ombre, loin des regards qu'il avait autrefois admirés. Ses toiles, autrefois destinées aux galeries prestigieuses, étaient désormais vendues pour une bouchée de pain sur les marchés aux puces, son talent bradé contre quelques billets pour payer le loyer ou les médicaments de Chloé, dont la santé devenait fragile. Elle enchaîna les petits boulots, serveuse dans des cafés où d'anciens amis de ses parents venaient prendre un verre sans la reconnaître, femme de ménage dans des appartements luxueux qui lui rappelaient cruellement la vie qui lui avait été volée. Chaque jour était une bataille pour préserver un semblant de dignité, pour que sa sœur puisse continuer à aller à l'école, à rêver d'un avenir qu'Élise ne pouvait plus s'offrir. Sa résistance n'était pas spectaculaire. Elle était silencieuse, tenace, une flamme vacillante dans une tempête, refusant de s'éteindre, nourrie par le seul amour qui lui restait au monde. C'est dans ce désert de solitude que Victor Dubois était apparu, non pas comme un parent éloigné et bienveillant, mais comme un vautour ayant flairé une proie facile. Il connaissait l'histoire de leur déchéance, les dettes colossales laissées par son père. Il se présenta comme un sauveur, brandissant un contrat qui ressemblait à une bouée de sauvetage, mais qui était en réalité une chaîne. Il épongerait toutes leurs dettes, assurerait l'avenir et les soins de Chloé,
et leur rendrait un nom, une place dans la société. En échange, il ne demandait qu'une seule chose, Élise elle-même. Un mariage. Un pacte scellé non par l'amour, mais par le désespoir. Elle avait lu entre les lignes, vu la cruauté dans ses yeux, mais le regard fiévreux de sa sœur malade avait été plus fort que sa répulsion. Elle avait signé, vendant son corps et son âme, se résignant à devenir l'objet d'un homme qu'elle méprisait pour sauver la seule personne qui comptait. La limousine s'arrêta en douceur devant un palace parisien, un monument de luxe qui la narguait. Le portier ouvrit la portière et l'air froid de la réalité la frappa de nouveau. Khalid descendit puis se tourna pour l'aider, son visage une énigme de colère et d'inquiétude. Mais alors qu'il tendait la main, quelque chose en elle se brisa. La peur et la résignation qui l'avaient paralysée dans l'église firent place à une rage froide et pure. Elle ignora sa main tendue et sortit seule du véhicule, se redressant de toute sa hauteur. Le voile arraché dans sa fuite laissait voir son visage pâle, où 2 yeux brûlaient d'une lueur nouvelle. Pour la première fois, elle lui fit face, non comme une victime, mais comme une accusatrice. Sa voix, bien que tremblante, était tranchante comme un éclat de verre. « Vous ne m'avez pas sauvé », murmura-t-elle, chaque mot chargé du poids de son sacrifice anéanti. « Vous avez tout détruit, vous l'avez condamné. » Khalid la saisit par le bras, sa poigne de fer la guidant à travers le lobby opulent, loin des regards curieux. Le marbre froid sous ses pieds semblait aspirer la dernière chaleur de son corps. Chaque pas était une capitulation forcée, une danse macabre menée par un homme qui se croyait son sauveur. Ils entrèrent dans l'ascenseur privé, une boîte dorée où le silence devint une arme. Leur reflet dans les parois de laiton poli leur renvoyait à l'image d'un couple étrange. Lui, un prédateur en costume sombre, l'orage contenu dans ses prunelles noires. Elle, une mariée profanée, la soie de sa robe souillée par la fuite, son visage un masque de défi et de désespoir. L'air se raréfia, saturé de leur parfum mêlé, de son odeur de désert et d'épices, et de la fragrance florale de son propre sacrifice. Il ne la lâcha pas, son contact brûlant sa peau. Un rappel constant qu'elle n'était plus maîtresse de son destin, mais la prisonnière d'une impulsion chevaleresque aux conséquences dévastatrices. La porte de la suite présidentielle se referma derrière eux avec un claquement lourd et définitif, les isolant du reste du monde dans une cage dorée surplombant Paris. La vue panoramique, scintillante de 1000 feux, n'était qu'une moquerie de plus à sa liberté perdue. D'un geste brusque, elle s'arracha à son emprise, mettant enfin une distance entre leurs corps chargés d'électricité. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Vous avez condamné ma sœur. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'une sentence irrévocable. Elle lui jeta la vérité au visage, l'histoire du contrat, de la dette de son père, que Victor utilisait comme une laisse autour du cou de Chloé. Le mariage n'était pas un choix, mais une rançon. Chaque mot était une pierre lancée contre le mur de son arrogance, cherchant à fissurer la certitude de son acte héroïque, à lui faire comprendre qu'il n'avait pas brisé des chaînes, mais qu'il avait peut-être signé un arrêt de mort. Le visage de Khalid se durcit, ses traits se sculptant en une expression d'incrédulité et de fureur contenue. Son orgueil de prince, d'homme habitué à commander et à protéger, était profondément blessé. Comment avait-elle pu imaginer qu'une telle monstruosité était sa seule option? Il commença à arpenter la pièce, ses pas silencieux sur l'épais tapis perçant, un fauve en cage cherchant une issue à sa propre impuissance. Sa voix, quand il parla enfin, était grave et tranchante, une lame de glace dans le silence feutré de la suite. « Et tu as pensé que te vendre à cet homme était la solution? Pourquoi ne pas être venu à moi ?» La question flotta entre eux, chargée de reproches, de 3 années de silence et d'une incompréhension douloureuse. Pour lui, son choix n'était pas seulement un sacrifice, c'était une trahison, la preuve qu'elle n'avait jamais eu la moindre foi en lui, en ce lien fragile qu'ils avaient autrefois partagé sous les cieux de Paris. Un rire sans joie, fragile et amer comme du verre brisé, s'échappa des lèvres d'Élise. Il résonna dans la pièce luxueuse, une note discordante dans cette symphonie de richesse et de pouvoir. Elle le dévisagea, et pour la première fois, il vit au-delà de la peur. Il vit la femme qui l'avait blessé bien avant que Victor n'entre en scène. « Venir à toi » répéta-t-elle, chaque syllabe trempée de sarcasme. «
L'homme qui a disparu de ma vie du jour au lendemain, sans un mot, sans une explication, comme un fantôme. Tu m'as laissé seul, Khalid. Tu m'as appris ce que signifiait l'abandon bien avant que je n'aie à vendre mon âme. » Ces paroles le frappèrent avec la violence d'un coup de poing. Le masque de certitude du Cher se fissura, révélant une lueur de stupeur et de culpabilité dans ses yeux sombres. La dynamique venait de basculer. Il n'était plus le sauveur outragé, mais le premier responsable de sa solitude et de son désespoir. Le silence qui suivit fut plus dense, plus lourd que tous les mots qu'ils avaient échangés. L'agressivité s'était dissipée, laissant place à une vulnérabilité nue et palpable qui vibrait entre eux. Khalid cessa de faire les 100 pas et s'immobilisa, son regard ancré dans le sien. Lentement, comme s'il se déplaçait dans un rêve, il franchit la distance qui les séparait. L'air devint électrique, chaque centimètre conquis faisant monter une tension d'une autre nature. Ce n'était plus de la colère, mais une reconnaissance douloureuse, un écho de leur passé. Arrivé devant elle, il leva une main, ses doigts effleurant presque sa joue, une hésitation qui en disait long sur sa propre tourmente. La chaleur de sa paume irradiait vers elle, une promesse de réconfort et un danger tout à la fois. Elle ne recula pas, paralysée par le magnétisme de ce geste suspendu, par le souvenir d'un contact qu'elle avait cru à jamais oublier et par la peur de ce qu'il pourrait réveiller. Leur moment de trêve fragile fut brutalement interrompu par la sonnerie stridente d'un téléphone posé sur une table en marqueterie. Le son déchira la bulle intime qu'ils avaient involontairement créée, les ramenant violemment à la réalité crue de leur situation. Le nom de Victor Dubois s'afficha sur l'écran, un rappel lumineux et sinistre de la menace qui pesait sur eux. Le regard de Khalid quitta le visage d'Élise pour se poser sur l'appareil et son expression se transforma instantanément. La tendresse naissante fut balayée par une détermination glaciale. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Il décroisa son regard de celui du téléphone pour le replonger dans les yeux d'Élise, et dans cette fraction de seconde, un pacte silencieux fut scellé. Il n'était plus seulement question de son orgueil blessé ou de son passé. Désormais, la sécurité de Chloé était devenue sa bataille, une promesse muette faite dans le silence d'une suite parisienne, sous le regard menaçant de leur ennemi commun. Sans un mot, Khalid se saisit du téléphone, son mouvement d'une fluidité prédatrice. Il porta l'appareil à son oreille, son corps se tendant comme une corde d'arc. Il ne parla pas, il écouta, mais son visage était une toile où se peignait la conversation silencieuse. Une veine palpita à sa tempe. Ses doigts se crispèrent sur le métal du téléphone, et une lueur meurtrière s'alluma au fond de ses yeux sombres. Élise, pétrifiée, pouvait presque entendre la voix suave et cruelle de Victor à travers le silence, distillant son venin, énumérant ses conditions, jouant avec la vie de Chloé comme un chat avec une souris. Le pouvoir de Khalid, si absolu quelques instants plus tôt, semblait maintenant se heurter à un mur invisible, celui de la perversité d'un homme qui n'avait rien à perdre et tout à gagner de leur souffrance. Chaque seconde d'écoute semblait creuser un fossé plus profond entre le sauveur qu'il voulait être et la réalité de son impuissance face à une menace qu'il avait lui-même déchaînée par son arrogance. Lorsqu'il raccrocha, le silence qui retomba fut encore plus lourd, chargé de la menace implicite de l'appel. Il se tourna vers elle, son visage une forteresse impénétrable, et sa voix, quand elle s'éleva, était celle d'un souverain dictant ses ordres. « Je vais m'en occuper. Tu resteras ici, en sécurité. » Mais la femme qui lui faisait face n'était plus la statue de marbre tremblante de l'église. La peur pour sa sœur avait forgé en elle une nouvelle détermination, une lame d'acier trempée dans le désespoir. Elle fit un pas en avant, brisant la distance respectueuse qu'il imposait naturellement. « Non, » dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une autorité qu'elle ne se connaissait pas. « Vous ne comprenez pas, Victor. Votre pouvoir, votre argent, ce ne sont que des distractions pour lui. Il ne veut pas d'une rançon, il veut une humiliation. Ma humiliation. C'est moi son terrain de jeu, pas vous. Vous ne ferez qu'aggraver les choses avec vos méthodes de barbare. » Son insolence le frappa de plein fouet. Un éclair de fureur traversa son regard. L'offense d'être défié, lui. Un Cher habitué à une obéissance sans faille. Il était sur le point de la remettre à sa place, de lui rappeler qui il était et qui elle était, une femme qu'il avait arrachée à un autel et qui dépendait entièrement de sa protection. Mais alors qu'il ouvrait la bouche, ses yeux se posèrent réellement sur elle.
Il vit la flamme indomptable qui brûlait dans son regard, la dignité farouche d'une lionne protégeant son petit. Ce n'était pas de l'hystérie, c'était une force brute, une intelligence stratégique née de la souffrance. Et dans cette fraction de seconde, la colère se mua en une fascination involontaire. C'était cette même force qui l'avait captivé 3 ans plus tôt, cette âme qui refusait de se briser. Il se tut, et ce silence fut une concession plus éloquente que n'importe quel mot, une première fissure dans l'armure de son orgueil, un aveu silencieux qu'elle avait peut-être raison. Il se détourna d'elle, non pas par mépris, mais pour masquer la confusion qui agitait ses pensées. Il marcha jusqu'à l'immense baie vitrée, ses mains jointes dans son dos, contemplant les lumières de Paris, qui s'étendaient à leurs pieds comme un tapis de diamants. La ville scintillait, indifférente à leur drame. Après un long moment, il parla sans se retourner, sa voix plus basse, débarrassée de son arrogance princière. « Alors dis-moi comment fonctionne l'esprit de cet homme. » Ce n'était pas un ordre, mais une invitation, une reconnaissance de son savoir, de son expérience. Pour la première fois, il ne la voyait plus comme un objet à protéger, mais comme une alliée. Élise sentit la tension dans ses épaules s'apaiser légèrement. Elle s'approcha, se tenant à quelques pas de lui, leurs reflets côte à côte dans la vitre sombre. La suite luxueuse se transforma en un quartier général improvisé, un sanctuaire précaire, où 2 ennemis du destin étaient contraints de forger une trêve fragile pour affronter un monstre commun. Leurs voix emplirent la nuit, tissant une stratégie dans le silence feutré de la suite. Elle lui décrivit la psychologie de Victor, sa vanité, son besoin de contrôle, ses faiblesses cachées derrière une façade de cruauté. Lui, en retour, mobilisait ses ressources, ses contacts, la puissance de son réseau s'étendant des déserts de son royaume aux rues pavées de Paris. Ils étaient proches, si proches que le parfum floral de sa robe de mariée se mêlait aux effluves boisés de son eau de Cologne, créant un parfum entêtant de danger et de désir. Par moments, leurs mains se frôlaient au-dessus d'un plan de la ville étalé sur la table basse, et une décharge électrique parcourait leurs veines, un rappel constant de l'histoire inachevée qui brûlait sous la cendre de l'urgence. Il observait la façon dont la lumière tamisée sculptait son visage concentré, la passion avec laquelle elle défendait sa sœur, et il sentait une admiration douloureuse grandir en lui, une émotion bien plus complexe et dévastatrice que le simple désir de possession. Alors qu'il mettait au point les derniers détails d'un plan audacieux, un silence s'installa et Élise osa poser la question qui la hantait. « Pourquoi ? Pourquoi avoir fait tout cela pour moi après tout ce temps ?» Khalid se figea, son regard se perdant à nouveau dans les lumières de la ville. La réponse qui vint n'était pas celle qu'elle attendait. Sa voix était rauque, chargée d'une vérité qu'il avait gardée enfouie pendant des années. « Parce que Victor Dubois n'est pas un inconnu pour ma famille. Son nom est lié à une trahison qui a failli nous détruire il y a une génération. Je ne suis pas venu à Paris seulement pour toi, Élise. » Cette révélation tomba entre eux comme une pierre dans une eau calme, créant des ondes de choc qui redéfinissaient tout. Elle n'était plus seulement au centre d'une vengeance personnelle, mais un pion involontaire dans une guerre bien plus ancienne et plus vaste, dont elle ne comprenait ni les règles ni les enjeux. La fragile confiance qu'il commençait à bâtir venait de voler en éclats. Le souffle à peine retrouvé, Élise sentit la confiance fragile qui s'était tissée entre eux se déchirer comme une toile précieuse. La révélation de Khalid la laissait suspendue au-dessus d'un abîme de secrets et de haines anciennes. Elle n'était plus une femme qu'il avait voulu sauver par amour ou par souvenir, mais une pièce sur un échiquier dont elle ignorait les règles, une arme involontaire dans une guerre de dynastie. Une froideur s'insinua en elle, plus terrible encore que la peur pour sa sœur. C'était la solitude absolue de celle qui comprend que son histoire personnelle n'est qu'un écho, une note mineure dans la symphonie tragique de familles puissantes. Son sacrifice, sa douleur, son amour pour Chloé, tout semblait soudain dérisoire, absorbé par une vendetta qui la dépassait et qui maintenant menaçait de tout engloutir sans même connaître son nom. La suite luxueuse devint une prison de verre, où chaque reflet lui renvoyait l'image d'une étrangère manipulée par des forces invisibles. Le silence fut brisé non par un mot, mais par la vibration insistante d'une tablette posée sur la table basse. L'écran s'illumina, affichant une notification d'un grand journal à scandale. Le titre, cruel et sensationnaliste, éclata dans la pénombre comme un éclair.
le cheikh et la mendiante, l'incroyable arnaque de la fiancée en fuite. Sous le titre, une photo d'elle, prise des années auparavant, le visage souillé de fatigue, vendant une de ses toiles sur un trottoir parisien. L'image était juxtaposée à un portrait officiel de Khalid, resplendissant de puissance et de richesse. C'était l'œuvre de Victor, une vengeance chirurgicale et publique. Il ne se contentait pas de la menacer en privé. Il la détruisait aux yeux du monde, la peignant comme une manipulatrice cupide, une artiste ratée qui avait séduit deux des hommes les plus riches de France pour échapper à sa misérable condition. Chaque mot de l'article était un mensonge enrobé d'une parcelle de vérité, rendant le poison d'autant plus mortel. Élise sentit l'air lui manquer, comme si des mains invisibles lui serrèrent la gorge. Ce n'était pas seulement son nom qui était sali, c'était son passé, sa lutte, le souvenir de sa mère, la dignité qu'elle s'était efforcée de préserver dans la misère. Chaque petit boulot, chaque nuit blanche passée à peindre pour payer les médicaments de Chloé, chaque humiliation silencieusement endurée était désormais tordue, transformée en une preuve de sa duplicité. L'opprobre public était une vague nauséabonde qui la submergeait, la noyant dans une honte si profonde qu'elle en perdait le souffle. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, comme si l'écran de la tablette était un miroir monstrueux qui lui renvoyait une image d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas, mais que le monde entier allait désormais adopter comme la seule vérité. Ses genoux se dérobèrent et elle s'affaissa sur le tapis, la robe de mariée souillée s'étalant autour d'elle comme les débris d'un naufrage. Khalid se précipita vers l'appareil, ses doigts se crispant sur le verre froid en lisant l'article. Une fureur sombre primale monta en lui, une envie de réduire en cendres l'empire de Victor. Mais sous cette rage, une autre émotion, plus insidieuse, se fit jour. Un doute. Il regarda Élise, effondrée au sol, et l'image de la femme forte qui lui avait tenu tête quelques instants plus tôt se superposa à celle dépeinte dans l'article. Son orgueil de prince, son habitude d'être entouré de courtisans et de comploteurs, le rendait méfiant par nature. Avait-il été aveugle? Avait-il, dans son désir de la sauver et de régler ses propres comptes, ignoré les signes? Cette pensée, aussi brève et honteuse fut-elle, créa une distance glaciale entre eux. Il ne la voyait plus seulement comme une victime, mais aussi comme une énigme, une possible source de sa propre humiliation. Et cette fraction de seconde d'hésitation fut une trahison plus douloureuse pour Élise que tous les mensonges de Victor. Le téléphone se mit à sonner, puis un autre. Des messages affluaient, des alertes d'autres médias qui reprenaient l'histoire, l'amplifiant, l'enjolivant de détails sordides et fallacieux. La nouvelle se propageait comme un incendie, consumant la réputation d'Élise et éclaboussant celle de Khalid. Dehors, le bruit de la ville semblait avoir changé. Des cris de journalistes montèrent de la rue, des flashs d'appareils photo crépitaient en direction de leurs fenêtres, transformant leur refuge en une scène de crime sous les projecteurs. Ils étaient assiégés. Élise se releva péniblement, s'approchant de la baie vitrée comme une somnambule. En bas, une meute de vautours attendait, prête à la dévorer. Elle comprit alors la stratégie de Victor. Il ne voulait pas la tuer, il voulait l'effacer, la réduire à une caricature méprisable, s'assurant qu'elle n'ait plus aucun endroit où se cacher. Plus personne pour la croire. Elle était devenue une paria, une pestiférée, enchaînée au pilori de l'opinion publique. Avec une lenteur infinie, elle se tourna vers Khalid, son visage vidé de toute couleur, ses yeux éteints. Sa voix n'était qu'un murmure brisé, le son du verre qui finit de se fendre. Voilà. Voilà ce que votre monde fait. Il ne sauve pas, il expose, il ne protège pas, il dévore. Il n'y avait plus de colère en elle, seulement une résignation infinie, une fatigue qui semblait venir du fond des âges. Elle se dirigea vers la porte, ses gestes mécaniques. « Laissez-moi partir. C'est la seule façon de protéger ce qu'il reste de ma sœur, et de vous. Partout où je vais, je ne suis que le poison. » Elle posa la main sur la poignée de la porte, ce symbole récurrent de fuite et de passage. Ce n'était pas une supplique, mais un constat. Elle avait atteint son point de rupture, convaincue que sa seule valeur résidait désormais dans sa propre disparition, dans son effacement volontaire d'un monde qu'il avait déjà condamné sans procès. Si ce récit vous transporte et vous émeut, n'hésitez pas à partager dans les commentaires la scène qui vous a le plus touché. Votre soutien
est notre plus belle récompense. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite de ce drame intense. Il ne la retint pas. Pour la première fois de sa vie, Khalid, l'homme qui prenait ce qu'il désirait, qui pliait le monde à sa volonté, laissa une porte se fermer sur son échec. Le claquement sec du battant dans le silence feutré de la suite fut plus violent qu'un cri, un son définitif qui scellait leur séparation. Il resta immobile au milieu de la pièce, soudainement trop grande, trop vide. Le luxe qui l'entourait, les soieries, les dorures, les œuvres d'art, tout cela lui parut soudain obscène, un décor de théâtre pour une tragédie qu'il avait lui-même écrite par arrogance. L'air était encore imprégné de son parfum, un mélange de lys et de peur, une fragrance qui se dissipait déjà, emportant avec elle la dernière trace de sa présence. Il était seul, non pas dans la solitude puissante du désert à laquelle il était accoutumé, mais dans une solitude nouvelle, amère, celle d'un roi déchu dans un mausolée doré, hanté par le fantôme d'une femme qu'il avait voulu sauver et qu'il avait seulement réussi à briser davantage. Élise traversa le couloir de l'hôtel comme une automate, sa robe de mariée traînant sur le tapis épais, une traîne de honte et de malheur. Chaque pas l'éloignait de la cage dorée, mais la projetait vers une autre prison, plus vaste et plus impitoyable, celle du monde extérieur qui la jugeait déjà. Dans l'ascenseur aux parois de miroir, elle n'osa pas croiser son propre regard, de peur de voir le monstre que Victor et les médias avaient créé. Elle n'était plus Élise, l'artiste, la sœur aimante. Elle était devenue un titre, une caricature, la mendiante ingrate. En sortant dans le froid glacial de la nuit parisienne, elle frissonna, non pas à cause de la température, mais à cause de la nudité de sa nouvelle condition. Dépouillée de son nom, de sa dignité, de son unique espoir de sauver Chloé, elle n'était plus qu'une silhouette anonyme se fondant dans l'indifférence de la ville, une fugitive sans destination, portant pour seul bagage le poids d'un sacrifice rendu inutile et d'un scandale qui la suivrait comme son ombre. Khalid se dirigea lentement vers l'immense baie vitrée, posant le front contre le verre froid. Les lumières de Paris scintillaient en contrebas, un tapis de diamants indifférent à sa tourmente. Son propre reflet superposé à la ville lui renvoya l'image d'un étranger. Ce n'était pas un prince qu'il voyait, mais un homme vaincu par son propre orgueil, un conquérant qui avait sous-estimé la complexité de l'âme humaine. Les mots d'Élise résonnaient dans sa tête avec la clarté d'une sentence. « Votre monde ne sauve pas, il dévore. » Il avait cru que son pouvoir et sa richesse pouvaient tout réparer, tout acheter, même le pardon. Mais il comprenait maintenant que ces outils étaient grossiers, inefficaces face à la délicatesse d'un cœur brisé et à la perversité d'un homme comme Victor. Le silence dans la suite n'était plus une absence de bruit, mais une présence tangible, accusatrice, qui lui murmurait l'étendue de son erreur et la profondeur de la solitude dans laquelle il l'avait abandonnée une seconde fois. Elle trouva refuge dans un petit hôtel anonyme de Montmartre, loin du faste et des regards. La chambre était petite, presque monacale, avec un lit étroit, des murs nus et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise. Le contraste avec la suite présidentielle était si violent qu'il en devenait presque apaisant. Ici, il n'y avait pas de faux semblants, pas de luxe pour masquer la misère de l'âme. C'était un lieu de vérité crue. Avec des gestes lents, presque rituels, elle se débarrassa de la robe de mariée souillée comme d'une peau morte, la laissant s'affaisser sur le sol dans un tas de soie et de désillusion. Vêtue d'un simple t-shirt emprunté à la réception, elle se sentit enfin elle-même, ou du moins ce qu'il en restait, une femme épuisée, terrifiée mais vivante. Elle s'assit sur le lit, le regard perdu, écoutant les bruits étouffés de la ville, chaque son lui rappelant qu'elle était seule, terriblement seule, face à une tempête qu'elle ne savait plus comment affronter. Dans sa suite silencieuse, Khalid remarqua un objet minuscule sur le tapis persan. Un pétale de lys blanc, tombé du bouquet nuptial lors de leur fuite précipitée. Il le ramassa avec une délicatesse qui le surprit lui-même. Le pétale était doux, fragile, déjà meurtri sur les bords, une métaphore parfaite de la femme qu'il avait tenté de posséder. En le tenant dans sa paume, le doute honteux que l'article de presse avait semé en lui s'évapora complètement, remplacé par une certitude douloureuse de son innocence et de sa propre brutalité. La colère envers Victor était toujours là, brûlante,
mais elle était désormais supplantée par un regret profond et une nostalgie poignante pour la connexion qu'ils avaient partagée et qu'il avait saccagée. Il comprit que pour la regagner, pour la sauver véritablement, il ne devait plus agir comme un cher, mais comme l'homme qu'elle avait connu autrefois, celui qui savait écouter le silence et lire dans les regards, bien avant que le pouvoir ne devienne son unique langage. Séparés par des kilomètres de pierre et d'asphalte, ils étaient pourtant unis dans la même solitude, sous le même ciel parisien. Lui, depuis sa tour d'ivoire, contemplait une mer de lumière qui ne parvenait plus à réchauffer le froid de son âme. Elle, depuis sa modeste chambre, observait un carré de ciel gris, miroir de son avenir incertain. La distance physique entre eux n'était rien comparée à l'abîme creusé par les non-dits, les erreurs du passé et les blessures du présent. Chacun dans son silence, il repensait à l'autre, non plus avec colère ou méfiance, mais avec une forme de reconnaissance mélancolique. Ils étaient les deux moitiés d'une histoire brisée, deux âmes liées par un destin cruel qui les avait réunis pour mieux les séparer. Et dans cette nuit parisienne, leur solitude partagée devenait une prière silencieuse, un appel muet à travers la ville endormie, attendant de voir si l'un d'eux aurait le courage de franchir de nouveau la porte qui les séparait. Les heures s'étirèrent dans la solitude dorée de la suite, chaque tic-tac de l'horloge en bronze martelant l'échec de Khalid. L'orgueil qui l'avait guidé jusqu'à l'autel de Notre-Dame s'était mué en un poison lent, une cendre amère dans sa bouche. Il ne pouvait rester là, prisonnier de son propre luxe, pendant qu'elle affrontait seule la tempête qui l'avait déchaîné. Rejetant ses méthodes habituelles, celles de la force brute et de la domination financière, il passa un appel, sa voix rauque et changée. Il ne demanda pas à ses hommes de localiser Victor ou de préparer une offensive, mais de faire quelque chose de bien plus délicat, de bien plus difficile. Il leur ordonna de fouiller le passé d'Élise, non pas pour y trouver des failles, mais pour y déceler la source de sa force, la racine de son sacrifice. Il devait comprendre la femme pour sauver la sœur, il devait abandonner son armure de prince pour enfin la voir, elle, dans sa vérité nue et désespérée. Il ne voulait plus être un sauveur, il voulait être une réponse. La réponse arriva sous la forme d'un dossier discret, posé sur la table en acajou au lever du jour. À l'intérieur, pas de secret sordide, ni de preuves de manipulation, mais la chronique d'une chute silencieuse et digne. Et puis, au fond du dossier, une enveloppe jaunie par le temps. Ce n'était pas un contrat, mais une lettre, écrite par le père d'Élise des années auparavant, une confession jamais envoyée destinée à un partenaire commercial qui l'avait trahi. Les mots, tracés d'une main tremblante, parlaient d'une erreur de jugement catastrophique, d'une ambition qui l'avait aveuglé et conduit à la ruine d'un homme de confiance. Le nom du destinataire n'y figurait pas, mais la description de la trahison, la mention d'un projet colossal dans le désert, fit naître une terrible suspicion dans l'esprit de Khalid. Cette lettre n'était pas seulement l'explication du désespoir d'Élise, elle était une clé, une pièce manquante d'un puzzle bien plus ancien et personnel, un écho d'une tragédie qui avait frappé sa propre famille une génération plus tôt. Le papier fin trembla entre ses doigts. La vérité le frappa avec la violence d'une tempête de sable, l'aveuglant, l'étouffant. Il avait vu Élise comme une victime de la cruauté de Victor, puis comme une énigme, peut-être même une complice. Mais il comprenait maintenant qu'elle était l'héritière d'une dette de sang, une gardienne silencieuse, d'une honte qui n'était pas la sienne. Son mariage n'était pas une simple transaction pour sauver sa sœur, c'était une tentative désespérée de racheter une faute ancestrale, de purifier le nom de sa famille par son propre sacrifice. L'arrogance de Khalid s'effondra, laissant place à une admiration douloureuse et à une honte profonde. Il avait profané son acte le plus sacré, la traitant comme une marchandise alors qu'elle agissait en reine, protégeant son royaume en ruine avec la seule arme qu'il lui restait, son propre corps. La prise de conscience fut un coup de poignard, le moment où le cher se sentit plus petit que la mendiante qu'il avait cru sauver. Pendant ce temps, dans sa chambre exiguë, Élise était parvenue à la même conclusion. La passivité la tuerait. Elle ne pouvait plus attendre que le destin ou que des princes arrogants décident de son sort. Elle trouva le numéro d'un des associés les plus proches de Victor, un homme qu'elle savait plus faible, plus corruptible. Sa voix au téléphone était froide et déterminée, celle d'une femme qui n'a plus rien à perdre.
Elle ne supplia pas, elle négocia. Elle offrit à Victor ce qu'il désirait le plus, sa reddition publique et totale. Elle se livrerait à lui, accepterait n'importe quelle condition, signerait n'importe quelle confession qu'il rédigerait pour la presse, en échange d'une seule chose, une preuve que Chloé était en vie et en bonne santé. C'était un pari insensé, un plongeon dans la gueule du loup, mais c'était son pari, son mouvement sur l'échiquier. Elle reprenait le contrôle de son propre sacrifice, refusant d'être un simple pion dans la guerre de deux hommes puissants. La porte de sa chambre d'hôtel s'ouvrit sans qu'elle l'entende. Khalid se tenait sur le seuil, non pas comme un prédateur, mais comme un pèlerin. Son visage n'exprimait plus la fureur ou la possession, mais une vulnérabilité qui la désarma. Il ne dit rien, se contentant de s'avancer lentement et de poser la lettre de son père sur la table de chevet usée. Le silence qui s'installa entre eux était plus éloquent que 1000 mots. C'était un aveu, une demande de pardon, une reconnaissance de tout ce qu'il n'avait pas vu. Je ne savais pas. Sa voix était à peine un murmure, dépouillé de toute son autorité princière. « Pardonne-moi. » Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle ne vit pas un cher, mais un homme brisé par sa propre cécité. « Laisse-moi t'aider, pas te sauver. T'aider, en tant que partenaire. » Ce mot « partenaire » changea tout, brisant le cycle de pouvoir et de soumission, et ouvrant la porte à une alliance aussi fragile qu'inattendue. Elle le regarda longuement, scrutant son âme à travers ses yeux sombres, cherchant la moindre trace de duplicité. Elle n'en trouva aucune. À la place, elle vit le reflet de sa propre solitude, de son propre fardeau. Lentement, elle hocha la tête, une capitulation qui était en réalité une victoire. La tension entre eux ne disparut pas, mais elle se transforma. Le désir et la méfiance laissèrent place à une urgence partagée, une connexion électrique née du respect mutuel. Il déroula un plan de la ville sur le petit lit et pour la première fois, ils se penchèrent ensemble sur leur avenir, leurs mains se frôlant non par accident, mais dans la recherche d'un point d'ancrage commun. Lui, avec sa connaissance stratégique du pouvoir, elle, avec sa compréhension intime de la psychologie de leur ennemi. Leurs ombres se mêlèrent sur le mur décrépit, formant une seule silhouette, unie et déterminée. La nuit n'était plus une fin, mais le début d'un combat qu'ils allaient mener côte à côte. Le plan était aussi audacieux que désespéré, une danse sur le fil du rasoir, où chaque pas pouvait être le dernier. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, devenue leur sanctuaire et leur quartier général, Khalid achevait de dissimuler un minuscule microphone dans le col de la robe simple qu'elle avait revêtue. Ses doigts, habituellement si assurés pour tenir les rênes d'un royaume, tremblaient imperceptiblement au contact de sa peau. Leur souffle se mêlait dans l'espace confiné entre leurs corps, une communion silencieuse plus intime que n'importe quel baiser. Il leva les yeux, et son regard n'était plus celui d'un prince, mais celui d'un homme terrifié à l'idée de perdre la seule chose qui donnait un sens à sa puissance. Il ne lui donna pas d'ordre, ne lui fit pas de promesses. Il se contenta de poser sa paume sur sa joue, une prière muette, un serment de la protéger même au-delà de la mort. Ce contact était un adieu et une promesse de retrouvailles, le sceau d'une confiance née des cendres de la trahison. La rencontre eut lieu sur le pont des Arts, au crépuscule. Les derniers touristes s'éloignaient, laissant la structure métallique se vider, devenant une scène de théâtre suspendue au-dessus des eaux sombres de la Seine. Victor l'attendait, silhouette arrogante appuyée contre le parapet, le sourire d'un prédateur qui savoure sa victoire. Il ne la salua pas, se contentant de lui tendre un document et un stylo. C'était une confession, un texte abject où elle s'accusait de manipulation, de fraude, un suicide social en quelques paragraphes. Il parlait d'une voix basse et suave, détaillant le futur de Chloé dans un pensionnat suisse, loin d'elle, une cage dorée en échange de sa signature. Élise jouait son rôle à la perfection, le menton tremblant, les épaules voûtées, l'image même de la défaite. Elle prit le stylo, ses doigts glacés se refermant sur le plastique froid, tandis que le vent soulevait une mèche de ses cheveux comme une caresse de liberté, qui semblait déjà si lointaine. À quelques rues de là, dans l'obscurité d'une berline aux vitres teintées, chaque mot de Victor était une torture pour Khalid. Le son de la voix brisée d'Élise, transmis par l'écouteur, résonnait dans son crâne comme le glas de son propre échec. Il ferma les yeux, mais ne put échapper à l'image de son visage,
à la dignité qu'elle s'efforçait de maintenir face à son bourreau. Une rage impuissante et un regret infini firent rage en lui. Il ne frappa pas le tableau de bord, ne laissa échapper aucun cri. Sa douleur était plus profonde, plus silencieuse. C'était une implosion. Il se voyait lui-même, 3 ans plus tôt, l'abandonnant sans un mot, la laissant seule face à un monde qui allait la dévorer. La cruauté de Victor n'était que le prolongement de sa propre lâcheté. « Je t'aime », murmura-t-il dans le silence de la voiture, des mots qu'il n'avait jamais osé prononcer, une confession tardive et désespérée, adressée à une femme qui se sacrifiait une fois de plus, en partie à cause de lui. Alors que la plume du stylo effleurait le papier, un changement s'opéra en Élise. Elle releva la tête et le masque de la victime tomba, révélant un visage d'une sérénité glaciale, une détermination forgée dans le feu de l'épreuve. Ses yeux, qui ne reflétaient plus la peur mais une lucidité tranchante, se plantèrent dans ceux de Victor. « Non », dit-elle. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une sentence irrévocable. Elle ne déchira pas le contrat. Elle le repoussa doucement sur le parapet. « Votre vengeance est aussi pathétique que votre obsession. Vous n'avez jamais voulu de moi, Victor. Vous vouliez simplement détruire le dernier souvenir vivant de l'homme qui vous a humilié, mon père. Mais vous avez échoué. Parce que sa véritable héritière, ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Et vous ne la toucherez jamais. » Le sourire de Victor se figea, son assurance s'effritant face à cette reine inattendue, qui venait de le détrôner sur son propre échiquier. Ce fut le signal. Des ombres se détachèrent de l'obscurité aux 2 extrémités du pont. Ce n'étaient pas des policiers, mais les hommes de Khalid, silencieux et efficaces. Victor se retrouva encerclé avant même d'avoir compris ce qui se passait. Puis, Khalid apparut, marchant vers elle non comme un conquérant, mais comme un homme venant réclamer son âme. Leurs regards se croisèrent au-dessus du chaos maîtrisé, et dans cet instant suspendu, tout fut dit. La peur, le pardon, la promesse. Tandis que ses gardes emmenaient Victor et qu'une autre équipe confirmait la libération de Chloé, Khalid s'arrêta devant elle. Il ne tendit pas la main, il ne prononça aucun mot. Il ouvrit simplement les bras, une invitation, un refuge, et Élise, laissant enfin tomber le poids du monde qui pesait sur ses épaules, fit le dernier pas et s'effondra contre lui, son corps tremblant, épousant la force tranquille du sien. Ce n'était pas une soumission, mais une renaissance. La fin d'une guerre solitaire dans la chaleur d'une étreinte qui avait le goût de l'éternité. La voiture glissait dans les rues de Paris, laissant derrière elle le pont et les fantômes du passé. À l'arrière, Chloé dormait paisiblement, un petit sourire aux lèvres, enfin en sécurité. Le silence dans l'habitacle n'était plus une arme, mais un baume. Khalid conduisait d'une main, l'autre cherchant celle d'Élise. Leurs doigts s'entrelacèrent, une évidence, un retour à la maison. Les lumières de la ville défilaient, peignant des éclats dorés sur son visage apaisé. Il tourna la tête vers elle, son profil délicat se découpant sur les vitres mouillées de pluie fine. « Élise », sa voix était rauque, chargée d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Pardonne-moi pour t'avoir laissé, pour ne pas avoir vu, pour mon orgueil. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha et posa un baiser léger, presque chaste sur ses lèvres. Un baiser qui scellait le pardon, effaçait les dettes et ouvrait la porte d'un avenir où il n'était plus un prince et une mendiante, mais simplement un homme et une femme qui s'étaient enfin retrouvés. 6 mois plus tard, la lumière dorée de l'automne parisien inondait un immense atelier d'artistes sous les toits, non loin de Montmartre. L'odeur de la térébenthine et de l'huile fraîche flottait dans l'air, un parfum de renaissance. Élise se tenait devant une toile monumentale, le visage maculé de pigments vifs, un sourire serein illuminant ses traits. Elle n'était plus la fugitive brisée, ni la fiancée sacrifiée, mais une créatrice en pleine possession de son art. Chloé, assise dans un coin, lisait un livre, sa santé retrouvée et son rire cristallin ponctuant parfois le silence studieux. Khalid était là, non pas comme un prince visitant ses terres, mais comme un homme observant un miracle. Il ne la regardait pas, elle, mais sa main, celle qui tenait le pinceau avec une assurance retrouvée. La main qui avait signé un pacte de désespoir et qui, maintenant, traçait les lignes d'un avenir vibrant de couleurs et de promesses. Il avait compris que la plus grande richesse n'était pas l'or de son royaume, mais la lumière qu'il voyait renaître dans les yeux de cette femme.
Le scandale s'était éteint aussi vite qu'il s'était allumé, étouffé par un geste d'une ampleur inouïe. Quelques jours après la nuit sur le pont des Arts, Khalid avait convoqué la presse mondiale dans le salon d'apparat de l'hôtel Ritz. Face à un parterre de journalistes avides, il n'avait pas parlé de vengeance ni de pouvoir. Il avait raconté une histoire, l'histoire d'une dette d'honneur entre deux familles, une tragédie née de l'ambition et du malentendu. Il avait parlé du sacrifice d'une fille pour laver le nom de son père et de son propre aveuglement. Puis, il avait annoncé la création de la Fondation du Bois, dotée de plusieurs millions, destinée à soutenir les jeunes artistes parisiens en difficulté. Il n'avait pas seulement nettoyé le nom d'Élise, il avait transformé l'insulte en un héritage, la transformant, aux yeux du monde, de mendiante en mécène, de victime en inspiration. C'était une réparation publique, un acte d'amour si puissant qu'il avait fait taire toutes les calomnies. Ce soir-là, après le tumulte médiatique, il l'avait emmené dans une rue calme du Marais. Devant la façade d'un vieil immeuble, il s'était arrêté. Il n'avait sorti ni bague, ni contrat, ni aucun des symboles de possession qu'elle avait appris à redouter. Dans sa paume, il tenait une simple clé en fer forgé, lourde et ancienne. « Ce n'est pas un cadeau », avait-il dit, sa voix grave, empreinte d'une humilité nouvelle. « C'est une restitution. » La clé ouvrait la porte de l'atelier où ils se trouvèrent maintenant. Il ne lui offrait pas une cage dorée, mais des ailes. Il ne lui demandait pas de devenir sa princesse, mais de redevenir elle-même, l'artiste dont l'âme farouche l'avait hantée. En acceptant la clé, elle n'avait pas accepté sa protection, mais son respect. C'était un pacte nouveau, non scellé par le désespoir, mais par une compréhension mutuelle et profonde, la promesse d'une vie où ils seraient partenaires, et non maîtres et protégés. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le parquet de l'atelier. Khalid s'approcha d'elle par derrière, l'enveloppant doucement de ses bras, posant son menton sur son épaule. Il ne la détourna pas de son œuvre, mais contempla la toile avec elle. C'était un paysage du désert, mais un désert vibrant de vie, où le sable avait les couleurs chaudes de l'aube et où le ciel, infini, promettait non pas la solitude, mais la liberté. C'était son royaume vu à travers les yeux de celle qu'il avait conquis non par la force, mais par le cœur. « J'ai cru que je devais t'arracher à Paris pour te sauver », murmura-t-il à son oreille. « Mais c'est toi qui as apporté les couleurs de ton monde dans mon désert. » Elle se tourna vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent, profond. Un baiser qui n'avait plus le goût de l'urgence ou du pardon, mais celui de la certitude et d'un amour bâti sur les ruines de leurs orgueils respectifs. Un amour aussi solide que la pierre des cathédrales et aussi infini que les sables du temps. Leur histoire n'était plus celle d'une invasion, mais d'une invitation. Les portes qui s'étaient ouvertes avec fracas dans la cathédrale s'étaient refermées en douceur sur un foyer qu'ils construisaient ensemble. Un royaume sans frontières entre les dunes dorées de son pays et les toits d'ardoise de Paris. Le voile du sacrifice avait été remplacé par les couleurs éclatantes de ses toiles et le contrat de la honte par la promesse silencieuse de leurs mains entrelacées. Ils avaient appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité de prendre, mais dans l'art de donner, que la plus grande force naissait de la vulnérabilité partagée. Leur amour, né d'un scandale, avait fleuri dans la rédemption, prouvant que même les blessures les plus profondes pouvaient devenir la source d'une beauté nouvelle, et que le sauvetage le plus héroïque n'était pas d'arracher quelqu'un à son destin, mais de lui donner le courage de le réécrire. Leur voyage, de l'humiliation publique à cette douce quiétude, fut une tempête qui laissa place à un arc-en-ciel. Chaque épreuve les a rapprochés de leur vérité, transformant la douleur en un lien indestructible. Si leur histoire a su toucher votre cœur, si la rédemption de Khalid et la force d'Élise vous ont ému, faites-le nous savoir dans les commentaires. Dites-nous quel moment vous a le plus transporté. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous encourager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines épopées romantiques. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle passion, un nouveau destin à explorer ensemble.